Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce webinaire sur la gouvernance des nouvelles technologies de modification du climat dans le cadre du développement durable. C'est un webinaire organisé par la C2G, l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, et par la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique des Nations Unies, la CESAP. Je suis Alia Hassan, agente de liaison pour la C2G, et nous avons aujourd'hui avec nous des experts éminents. Nous avons tout d'abord Janus Pasteur de la C2G qui va donc ouvrir cette réunion avec ses premiers mots. Et puis nous aurons Inès Camilloni de l'Unicité de Buenos Aires qui va nous parler de la modification du rayonnement solaire, nous dire quelles sont les approches existantes et la position du GIEC sur cette question. Nous avons également Léa Wanamba de la Commission de l'Union africaine qui va nous parler des possibles conséquences de la modification du rayonnement solaire sur les objectifs de développement durable. Nous avons Amjou Sajar de l'Institut indien de technologie qui nous parlera des lacunes en termes de connaissances sur la modification du rayonnement solaire et les objectifs de développement durable. Et enfin, nous avons Prakash Kashwan de l'Université du Connecticut qui nous parlera de la justice climatique pour la gouvernance de la recherche. Après les présentations, nous aurons une session de questions-réponses que je vais animer et vous êtes invités bien entendu à envoyer vos questions dans la question de questions-réponses de l'application et nous tenterons d'y répondre dans le temps qui nous est imparti. Et enfin, nous aurons Stéphanos Fotiou de la CESAB qui terminera la réunion. Et donc, je vais dès à présent donner la parole à Janos Pastor de C2G. Merci Alia. Chers collègues, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je suis Janus Pastor, le directeur exécutif de la C2G, qui est une petite initiative à durée déterminée qui a été mise en marche par le Conseil Carnegie sur l'éthique des affaires internationales. Et nous avons des financements philanthropiques et nous avons pour but de créer ou de renforcer des systèmes de gouvernance pour les technologies de modification du climat comme l'élimination du CO2 ou la modification du rayonnement solaire. Je vais prononcer quelques mots pour ouvrir cette session, car ce qui est intéressant, c'est d'écouter ce que vont nous dire nos experts éminents qui nous accompagnent aujourd'hui. La première chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'étant donné les experts que nous avons avec nous et notre public, il n'est pas nécessaire d'expliquer la gravité de la crise des changements climatiques et de dire à quel point nous sommes loin d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris, c'est-à-dire de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il est vrai qu'il y a eu certains engagements de la part des gouvernements et d'acteurs non étatiques pour atteindre des émissions nettes à la moitié du siècle. C'est une bonne chose, mais si nous voyons les mesures à court et à long terme, on ne voit pas que ce soit vraiment qu'elles s'inscrivent dans cet objectif. Par exemple, les programmes qui sont recueillis dans les contributions déterminées au niveau national ne reflètent pas ce niveau d'ambition. Donc, nous sommes engagés dans une trajectoire qui, si elle continue ainsi, nous amènerait à un réchauffement plutôt de 3 degrés, voire supérieur. Et il est de plus en plus évident que l'élimination du CO2 va jouer un rôle très important, mais il est possible que ça ne suffise pas, que ce ne soit pas suffisant et donc il faut aborder d'autres défis. Comment pouvons-nous continuer à avancer vers cet objectif de 1,5 de réchauffement tout en décarbonant notre planète? Les scientifiques envisagent une série de possibilités qui se regroupaient en termes de modification de rayonnement solaire et parmi ces techniques, il y en a une dont on parle beaucoup qui est l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Et dans ce cas, l'initiative aurait une application planétaire et d'autres ont une application locale et régionale.
en plus de l'élimination des températures, qui est l'objectif en dernier recours de ces initiatives, il y aurait également des conséquences en termes de sécurité géopolitique, de développement durable et dans tous les domaines. Si c'était appliqué, ce serait le projet d'ordre le plus planétaire que l'humanité n'ait jamais mis en marche et ces conséquences seraient planétaires, même si elles ne se feraient pas ressentir de la même façon partout. Il faut également prendre en compte des questions et des sujets intergénérationnels et éthiques. Il y a des défis qui sont liés à la meilleure compréhension de ces techniques, de voir comment on peut être conscient des risques, quel type de gouvernance il faut et comment recueillir des preuves empiriques pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Il est donc essentiel de parler de ces sujets. Il y a par exemple une grande politique sur certaines expériences qui ont été mises à jour. Un rapport vient d'être publié par les académies nationales des États-Unis sur la recherche de la modification du rayonnement solaire. Et nous-mêmes, chez C2G, nous avons commandé un rapport ou un article sur la relation entre la modification du rayonnement solaire et les objectifs de développement durable, les ODD. Actuellement, il est révisé, revu par les pairs et il sera bientôt publié. Et je n'ai aucun doute sur le fait que nos experts vont apporter des éléments importants et je pense également que ce webinaire va permettre de connaître ces sujets et permettre de mieux les comprendre et à faire passer le message selon lequel la gouvernance est une question fondamentale. Et donc, j'espère enfin qu'un jour, nous aurons les preuves empiriques nécessaires pour pouvoir prendre des décisions éclairées et fondées sur le fait d'appliquer ou non ces technologies. Merci beaucoup pour votre attention et je laisse la parole à Alia. Merci beaucoup. Inès, pouvez-vous allumer votre caméra? Nous allons écouter votre présentation. Eh bien, je vais vous expliquer ce qu'est la modification du rayonnement solaire et quelle est la position du GIEC à cet égard. Nous allons tout d'abord expliquer ce qu'est, enfin nous allons donner la définition de la modification du rayonnement solaire. Elle peut être définie comme une technologie qui vise à atténuer le réchauffement en augmentant la quantité de lumière solaire qui va être reflétée à nouveau vers l'atmosphère ou en réduisant la quantité de rayonnement thermique qui reste attrapée dans la Terre, dans la surface terrestre. La modification du rayonnement solaire implique des méthodes de grande envergure qui visent à réduire la quantité de lumière solaire absorbée par le système climatique. Il y a trois approches qui sont ceux qui font l'objet de débats dans le monde académique, universitaire et également dans le monde de la recherche. Et c'est également débattu par des gouvernements. La première technologie, c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère et elle est faite à 20 kilomètres au-dessus du sol, c'est-à-dire à une altitude bien supérieure à celle à laquelle volent les avions commerciaux. Et l'injection de ces petites particules, de ces aérosols dans la stratosphère, produirait un refroidissement similaire à celui que l'on obtient ou qui est produit après une éruption volcanique. La deuxième technologie, c'est ce que l'on appelle l'amincissement des cirrus, des nuages cirrus. Cela consiste à changer, à transformer donc ces cirrus de façon à ce qu'il y ait plus d'énergie qui passe à travers ces nuages. C'est-à-dire qu'il faudrait donc les amincir. Et ainsi, on permettrait à plus d'énergie thermique de s'échapper de la planète. La troisième technologie est ce que l'on appelle, a une application pardon, plus locale et elle a
une application qui est conçue, qui est pensée pour être, faite au-dessus des océans. Dans ce cas, il s'agit de créer des nuages ou d'éclaircir les nuages marins, donc de rendre plus brillants ces nuages marins pour éviter que la chaleur arrive jusqu'à l'océan. Ces 3 approches ont pour objectif commun celui de refléter la plus grande quantité possible de lumière solaire, donc de la renvoyer dans l'espace ou d'éviter que soit retenue cette énergie ou ce rayonnement technique. Bien que l'application des différentes technologies serait faite dans différentes couches de l'atmosphère, l'éjection d'aérosols dans la stratosphère se fera à une vingtaine de kilomètres d'altitude, l'amincissement des cirrus à une dizaine d'altitude, alors que l'éclaircissement des nuages marins se ferait bien plus près de la surface. Mais quoi qu'il en soit, la priorité doit être donnée à l'atténuation des effets des gaz à effet de serre et aucune de ces technologies ne peut remplacer les mesures nécessaires pour réduire les émissions et atténuer les effets des gaz à effet de serre. Par ailleurs, il est également nécessaire de procéder à l'élimination du dioxyde de carbone. Alors, comment le GIEC aborde la modification du rayonnement solaire? Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a commencé à parler de géo-ingénierie il y a 10 ans, en 2011. A alors été célébrée une réunion des experts qui sont arrivés à la conclusion suivante, euh, et qui était que la base empirique et scientifique pour connaître ces technologies ou pour les appliquer était encore très faible. On n'en savait pas encore assez sur le potentiel et sur les possibles risques euh, entraînés par la modification du rayonnement solaire. Ensuite, dans le 5e rapport d'évaluation du GIEC, oui, alors là a été mentionnée la modification du rayonnement solaire, mais de façon brève. Et alors, a été conclu que le refroidissement que l'on obtiendrait avec la modification du rayonnement solaire pour compenser le réchauffement produit par les changements climatiques ne produirait pas un climat identique à celui qui existait avant l'époque industrielle. Et ensuite, ce sujet a fait l'objet d'une analyse plus détaillée dans le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degré, dans lequel les différentes trajectoires et cas de figure analysés comportaient des mesures de modification du rayonnement solaire. Et donc, il faut également dire clairement que dans ce rapport, ont été exposées différentes raisons de se préoccuper de la modification du rayonnement solaire, bien que cette technologie pouvait éviter un dépassement de ces limites de température. Donc, malgré cela, euh, il était clairement dit dans le rapport les grandes incertitudes qui entourent la modification du rayonnement solaire, et la méconnaissance des risques potentiels ou des risques que peuvent entraîner cette technique, et également été mentionné une série de limites sociales et institutionnelles liées à son application et qui avaient trait à des questions de gouvernance, d'éthique et de développement durable. Quelles seraient les conséquences sur le développement durable? Et également est mentionné le risque d'un choc terminal, c'est-à-dire un rebond provoqué par un arrêt brusque, un rebond des températures provoqué par l'arrêt brusque de cette technologie. Il a également été souligné que ce n'est pas une mesure d'atténuation
et que bien entendu, ça ne servirait pas pour atténuer l'acidification des océans. After all these constraints related to the Et SRM, dans le rapport, en the plus de ces report limites, also donc, il mentions est that également that exposé the stratospheric aerosol injection could limit le fait qu'il est performance clair que of l'injection d'aérosols dans la vessels. stratosphère So, euh, considering the objectives, semblait I pouvoir decided to limiter ask le réchauffement climatique à 1,5 degré. several data C'est-à-dire assessment qu'il y avait apparemment un accord entre les using scientifiques en la matière pour le fait que ça servirait à limiter l'augmentation des températures. Et comme vous le savez, le GIEC a pour objectif d'évaluer d'une façon objective, complète et équilibrée toute l'information qui est disponible sur les changements climatiques. Et il faudrait envisager d'écrire un rapport spécial sur les risques et les avantages liés à la géo-ingénierie solaire. Et c'est une chose qui pourrait être envisagée, par exemple, pour le 7e cycle d'évaluation, donc le prochain, du GIEC. Et voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup. Merci Inès. La parole est maintenant donnée à Lia. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de participer à ce débat sur les conséquences de la modification du rayonnement solaire sur les objectifs de développement durable, les ODD. Et c'est le sujet dont je vais parler. Et je vais également donner mon avis sur certaines questions qui sont liées à la gouvernance. Pour ce qui est des effets que pourraient avoir ces technologies sur les ODD, et comme il vient d'être expliqué, nous sommes très conscients du fait enfin, nous sommes conscients des effets pernicieux du changement climatique. Nous en sommes tous conscients de cette gravité. Mais si la modification du rayonnement solaire fonctionnait, elle servirait pour régler l'une des urgences planétaires les plus terribles à laquelle nous sommes confrontés depuis longtemps. Mais si ça ne fonctionnait pas, on créerait un risque encore plus grand. Et par ailleurs, Et on il y aurait le risque qu'en mettant trop l'accent sur cette technologie, cela détourne l'attention et les efforts d'autres questions comme l'atténuation ou la réduction des émissions. C'est-à-dire que cela réduirait en quelque sorte l'urgence qu'il y a à prendre véritablement les choses en main et le faire dès maintenant. Et peut-être que les gouvernements ou d'autres types d'agences se sentiraient moins contraints à faire quelque chose dès maintenant. Donc, on courrait le risque d'appliquer des mesures qui sont véritablement nécessaires. Et ces petites mesures que nous déployons actuellement, il faut voir qu'elles ne sont pas simplement bonnes pour le climat, mais également pour l'environnement et pour la durabilité. Toutes les mesures d'adaptation et d'atténuation ne sont pas simplement bonnes pour le changement climatique, mais également elles apportent des bénéfices à d'autres aspects. Et donc, il faut avoir ceci à l'esprit, alors que la modification du rayonnement solaire ne produirait que des effets positifs que pour le climat. Il faut également voir tout ce qui est lié à la santé publique, et on le voit avec tout ce que nous avons vu dernièrement. Avec l'expérience de la Covid a mis en évidence le fait que le maillon faible, en quelque sorte, eh bien, c'est le secteur de la santé publique, et on ne peut pas courir le risque de vivre une autre crise de santé publique. Il faut penser aux conséquences que pourrait avoir sur l'environnement, par exemple sur l'ODD 15, qui est celui de la vie terrestre. Donc, quel type de changement se produirait-il sur les sols, sur les océans? Eh bien, nous ne le savons pas, car nous n'avons pas encore mis en marche ces techniques. Donc, on ne sait pas, et en plus, ces conséquences seraient différentes. Et elles ne serviraient peut-être pas pour résoudre les problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés, comme la perte de biodiversité. Et donc, toujours depuis le prisme des ODD, nous pouvons parler de l'objectif de paix, de justice, des institutions solides, de celui des alliances, et nous avons besoin d'institutions solides. Mais à mon avis, nous ne les avons
pas actuellement. Les institutions dont nous disposons, à mon avis, ne pourraient pas endosser une autre, couche, on va dire, de responsabilité liée à la modification du rayonnement solaire et qui, serait, qui probablement détournerait l'attention d'autres questions en termes, d'études, de financement. Nous avons vu avec, la pandémie, toute une sorte de théories conspiratives qui ont surgi et nous avons vu combien il est facile de retourner l'opinion publique, en bien ou en mal d'ailleurs et donc il est essentiel de créer de la confiance, dans les institutions et faire en sorte que la population ait confiance dans les institutions et il faut pour ceci beaucoup d'informations, beaucoup de prise de conscience pour la gouvernance et pas simplement entre les dirigeants, mais également au sein de la population. Et cette question aura aussi des conséquences sur les gouvernements. Si un gouvernement prend des mesures que la vision politique ne partage pas, n'approuve pas, indépendamment du fait qu'elle soit ou non basée sur des preuves empiriques, eh bien, le gouvernement peut perdre alors les élections. Les élections. Donc, il est vraiment très important de fournir l'information adéquate aux citoyens si nous voulons voir quel type de gouvernance est la plus appropriée. Et par ailleurs, comment va-t-on appliquer ces mesures? heu, ces alliances comme un autre, objectif, des développements durables, car, cela implique un grand nombre de parties prenantes et toutes doivent avoir la possibilité d'apporter leur point de vue et par ailleurs, la légitimité des institutions, qui va être le président de ce type d'activité? De la modification du rayonnement solaire, qui va se charger et être responsable de contrôler l'application? Ce sont des questions, auxquelles il faut répondre. Et j'aimerais également, parler, pour, revenir à la question, au thème de la paix, que quand il y a un manque de confiance, ce que l'on voit par exemple avec, les ressources, naturelles, eh bien, si quelque chose arrive qui est lié à l'application de ces interventions, qui, finalement a des conséquences sur les biens communs comme le sol, l'eau ou l'air, eh bien, si quelque chose, il y a des conséquences négatives, cela risque de faire surgir des conflits entre les pays, et ça, il faut en tenir compte et nous ne savons pas non plus quel genre de relation, serait, forgées? Est-ce que si, ce serait entre des alliés, des non alliés? C'est-à-dire que ce sont des questions qu'il faut avoir à l'esprit et voilà, c'est ce que je voulais dire, merci de m'avoir donné la parole. Merci Alia. Merci Elia. Je vais maintenant donner la parole à Ambush. Ambuj, I'd like to bring you in now for your presentation. Merci beaucoup. Je suis content de participer à ce, à ce débat. Mais j'allais dire que c'était un plaisir, mais je ne sais pas si le terme convient, car je ne sais pas si c'est vraiment un plaisir de parler de la modification du rayonnement solaire, car c'est une façon peu habituelle de réfléchir à la façon de faire face au changement climatique. Nous savons tous que ceci est une source de grande préoccupation et on m'a donc demandé d'expliquer ce que nous ne connaissons pas sur le lien ou les relations entre la modification du rayonnement solaire et les objectifs de développement durable. Les conférencières qui m'ont précédée ont déjà dit très clairement qu'il y a de grandes incertitudes scientifiques, tant sur la capacité de réduire ou de gérer le réchauffement climatique d'une façon efficace. Et et donc, entre les scientifiques, il y a, se sont d'accord sur le fait qu'on ne pourrait pas rétablir le climat qui existait avant l'époque industrielle. Il y a un accord là-dessus. Il faut également garder à l'esprit les conséquences, qu'il y aurait sur différentes sociétés, différents territoires, et qui viendraient de l'application de la modification du rayonnement solaire. Les incertitudes entourent tous ces aspects. Nous ne savons pas non plus, très bien jusqu'à quel point comment
fixer un bon système qui gouverne la recherche sur la modification du rayonnement solaire. On ne sait pas non plus quelles sont les parties prenantes qui devraient s'impliquer, comment on devrait établir un régime de gouvernance pour l'application. Ce sont des questions que nous ne connaissons pas. Et lorsque l'on parle de géoingénierie solaire ou de gestion du rayonnement solaire, il me semble que ce sont des termes qui peuvent induire en erreur, car ils suggèrent que nous avons un niveau de contrôle supérieur à celui que nous avons en réalité. Donc vous voyez qu'il y a de nombreux domaines sur lesquels nous en savons peu, surtout dans les pays en développement. Et dans ces pays, en général, il n'y a pas une grande production scientifique et donc c'est un problème important pour eux. La modification du rayonnement solaire peut réduire les efforts d'atténuation ou de réduction des émissions. Et il est vrai que c'est une raison de préoccupation, mais nous n'avons pas non plus des connaissances suffisantes en la matière et on ne sait pas comment réduire le risque le fait que de parler de cette question finisse par réduire, par compromettre les efforts voués aux domaines les plus prioritaires d'atténuation et de réduction. J'ai participé au groupe d'experts qui a rédigé le rapport des académies nationales des États-Unis et, et qui ont été définis de nombreux domaines dans lesquels il faut améliorer nos conséquences, c'est-à-dire comment concevoir les programmes de recherche sur la modification du rayonnement solaire, comment on peut définir les différentes dimensions des réponses à apporter au climat, et également, il y a des questions d'ordre social qu'il faut traiter. Comment peut-on mesurer la perception qu'a la population sur la modification du rayonnement solaire? Comment on peut impliquer la société dans ce processus? Comment cette technologie peut-elle avoir des conséquences sur les relations nationales, internationales? Et ce sont des domaines sur lesquels il faut véritablement en savoir plus. J'aimerais insister sur le fait qu'il existe un lien très clair entre la modification du rayonnement solaire et les objectifs de développement durable. Si, en fin de compte, les efforts d'atténuation ne sont pas suffisants, eh bien, le changement climatique pourrait largement compromettre une grande partie des progrès faits vers les ODD. Et dans ce sens, la modification du rayonnement solaire pourrait servir à pallier les effets pernicieux des changements climatiques et les objectifs de développement durable. Mais par ailleurs, il faut être conscient du fait que la modification du rayonnement solaire en tant que telle peut s'accompagne de ses propres problèmes et peut générer et produire des résultats inégaux, déséquilibrés, qui auront également des conséquences négatives sur les ODD. Donc je crois qu'il est fondamental de réfléchir d'une façon détaillée sur toutes ces questions. Et j'aimerais consacrer 1 ou 2 minutes à un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est lié à la capacité. Car on peut se demander s'il existe une sorte de chevauchement entre la capacité nécessaire pour aborder la modification du rayonnement solaire et les objectifs de développement durable. Et j'aurais tendance à dire que oui, car il y a que pour de beaucoup d'aspects, il faut le même type de capacité, la capacité de former des études de recherche pour poser des questions pertinentes pour les besoins des communautés locales et aussi au niveau national, de voir comment on peut mener à bien une recherche qui soit importante pour la population. Et je crois que être conscient de cette capacité, par exemple en termes de recherche, est quelque chose qui peut influencer positivement les ODD et la modification du rayonnement solaire. Il y a aussi une dimension scientifique qu'il faut élucider, mais il y a une dimension sociale sur laquelle nous devons nous pencher. Par ailleurs, quel type de connaissances scientifiques liées à la modification du rayonnement solaire et aux différentes stratégies des ODD sont-elles nécessaires pour
avoir plus d'informations pour former des politiques. Que devons-nous savoir sur l'application de ces technologies? Par exemple, pas simplement pour débattre sur l'application ou pas, mais aussi pour, pour voir comment on peut réaliser des études qui soient équitables et qui, par ailleurs, prennent compte des pays en développement. Si c'était appliqué, quels seraient les objectifs de la modification du rayonnement solaire? Comment mesurerait-on si ça fonctionne ou pas? Quel type de plan de gestion des risques faudrait-il mettre en route? C'est-à-dire que la capacité est une chose qui est partagée par ces deux domaines. Donc je pense qu'il y a tout un ensemble de questions que l'on peut formuler et par ailleurs, un type de capacité partagée qui peut nous permettre de répondre à certaines de ces questions. Mais il y a beaucoup de questions qui sont encore plus complexes, mais j'espère ou que pendant le débat ou après, nous pourrons revenir plus en détail sur ces questions. Merci beaucoup. Merci, Ambouche. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de questions sur ce thème. Prakash, la Prakash, parole est à vous. I'll now give you the floor. Bonjour à Good morning, tous. good day, everybody. I am also Je suis moi quite aussi fortunate to be content able de to participer be part of this conversation. à ce I débat do want to note the et thousands of je counted voudrais immortalities commencer and par lives adresser mes that pensées have been lost à un during nombre incalculable talk about de vies does speak to perdues, some de of the personnes qui concerns sont décédées of en this Inde. initial Car en position. fin de compte, ces questions sont liées So, les unes having aux said autres. that, I want to talk Et about the j'aimerais notion m'axer of sur la justice, and that justice, being sur la notion de justice, carefully to make it comment chercher la justice climatique so. à l'échelle de la planète, ce qui nous permettrait d'avoir un débat nuancé et apaisé sur ces questions. India is Selon projected certaines to lose études, 35 million l'Inde va by perdre 2030. environ 35 So millions d'emplois dans les années à many venir. Une grande partie de ces loss millions d'emplois have euh, already seront déjà perdus. achieved. Et il est donc très clair de voir l'effet pernicieux que les changements climatiques peuvent avoir en termes d'emploi, de croissance économique, d'eau propre et d'assainissement, de pauvreté, de la faim, c'est-à-dire sur les objectifs de développement durable, les ODD, et les répercussions du changement climatique et des possibles effets de la modification du rayonnement solaire euh, doit être étudié à l'aune justement de ces ODD. Et il est vrai que les conséquences du changement, du réchauffement vont être si sévères, si graves, que la géoingénierie solaire ou la modification du rayonnement solaire, et en particulier l'injection d'aérosols dans la stratosphère, vont peut-être devoir être envisagées, mais il est vrai que les conséquences dépendent des technologies appliquées. Et moi, m'attache surtout à celle-ci, mais il faut se demander sur les conséquences néfastes des changements climatiques pour être pallié si l'on applique une technologie telle que l'injection d'aérosols de la stratosphère. Lorsque l'on parle d'une intervention d'une telle ampleur au niveau planétaire, il faut se demander se poser des questions qui sont liées à la sécurité, par exemple à la géopolitique, non simplement parce que l'Inde et le Pakistan pourraient commencer à se disputer et se rejeter la responsabilité du changement des moussons ou du modèle de précipitation, mais aussi parce qu'il faut tenir compte des effets de tout ceci sur les systèmes alimentaires. Et il y a certains agents, comment dire, certains acteurs qui pourraient tirer un profit des changements qui vont se produire dans les systèmes alimentaires par conséquence du changement réchauffement planétaire. C'est-à-dire que certains territoires, certains pays vont pouvoir tirer des avantages de ce réchauffement, car ils auront par exemple plus de potentiel agricole, par exemple. C'est-à-dire que les conséquences vont se faire ressentir d'une façon différente et elles sont imprévisibles. Donc,
nous aurons d'un côté une série d'agents qui désireront ardemment appliquer la modification du rayonnement solaire et d'autres qui désireront ardemment faire la chose contraire, justement. Donc, d'où la nécessité d'une structure de gouvernance d'un certain niveau pour éviter certains types de conflits. Mais pouvons-nous créer une telle structure de gouvernance qui soit capable de faire face aux effets microscopiques que pourrait avoir une initiative à aussi grande échelle que la modification du rayonnement solaire? Les moussons, par exemple, ne sont pas simplement une question liée à la sécurité, mais également aux moyens d'existence de millions et millions de personnes. Comme l'a dit clairement la ministre des Finances de l'Inde, il y a tant de personnes dont les moyens d'existence dépendent des moussons en Asie, mais également en Afrique occidentale. Quand l'on parle de la mousson, il faut voir que l'on parle de 2,5 milliards de personnes, dont la principale source d'irrigation vient justement de la mousson. Donc, lorsque l'on va appliquer ce type de technologie, il faut nous demander avec le plus grand sérieux, avec la plus grande minutie, si euh, il faut envisager ces technologies comme de façon planétaire, si c'est censé, si c'est raisonnable, et il faut garder à l'esprit les conséquences que tout ceci peut avoir pour les 17 ODD. Il faut penser en termes d'équité, de justice pour les ODD et garder à l'esprit les effets microscopiques qui peuvent surgir de ces techniques. Et ce n'est pas simplement un changement épistémique qui peut se produire et que l'on peut débattre de façon purement théorique. Il y a, par exemple, des personnes qui, face aux catastrophes, proposent des mesures comme les assurances paramétriques, mais toute personne qui connaît la réalité des systèmes d'assurance dans les pays en développement et qui savent comment ça fonctionne dans les pays du Sud, vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête si on voit qu'il est envisagé de créer ce genre d'assurance parimétrique pour ce genre de risque, car c'est une chose à laquelle peuvent être appliquées des milliards de personnes en raison de la modification du rayonnement solaire. On parle beaucoup des communautés locales, mais d'une façon traditionnelle, comment ces communautés locales se sont-elles adaptées aux changements et aux changements météorologiques? Il y a une notion qui est liée avec les systèmes de moyens d'existence, des systèmes complexes et dynamiques. Et à l'écran, vous voyez un diagramme très simple de ce type de système très complexe et de voir comment il fonctionne. Il s'agit de changements qui se produisent petit à petit et face auxquels on répond de la manière correspondante. Mais que se passe-t-il quand les changements sont radicaux ou très brutaux? Eh bien, alors il n'y a pas la possibilité de s'adapter de la même façon. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'on parle de ce type de technologie et des effets qu'elles peuvent avoir au niveau local, il faut réfléchir à la façon dont fonctionnent les relations de pouvoir à différents niveaux, quels sont en quelque sorte les niveaux, les dimensions de pouvoir qui forment ce débat. Il faut se demander qui contrôle le financement international, qui quel type de programme de travail et d'agenda vont être mis en œuvre au niveau local, national, international, et quels sont les récits qui vont en quelque sorte encadrer ce débat d'une situation et d'une situation si complexe. Donc, ce que je nous demanderais à tous, c'est d'être très prudents et de réfléchir en profondeur sur les effets que peuvent avoir ces initiatives d'ampleur planétaire à l'échelle locale, car ce n'est jamais une relation de cause à effet simple. Il y a de nombreuses composantes et dimensions qui rentrent en ligne de compte, et les dirigeants, par exemple, qui prennent des mauvaises décisions, qui font les choses mal, ne perdent pas toujours les élections. Les ressources qui ont été investies, par exemple, dans le développement international, ont même fini par provoquer plus de pauvreté, comme on l'a parfois vu. Donc, on ne peut pas simplement partir du principe que
on va trouver une recette miracle et on va éviter les abus de droits humains simplement parce que l'on essaye de pallier aux conséquences plus graves des changements climatiques. C'est-à-dire que il faut un système de gouvernance basé sur ce à quoi nous accordons le plus de valeur, et c'est-à-dire la dignité des êtres humains et la sécurité de milliards de personnes. Et dans ces cas-là, il faut concevoir un système de gouvernance qui protège et qui atteigne ces valeurs. On ne peut pas avoir un système de gouvernance qui ne nous serve à avoir tout un type de résultats à la fois. Et donc, il faut réfléchir en long et en large sur les et sur voir s'il convient d'appliquer ou non ce type de technologie, en gardant à l'esprit des questions de justice sociale, économique et climatique, bien entendu. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Prakash. Je vais maintenant demander à nos invités d'allumer leur caméra car nous allons passer à la session de questions-réponses. Et il est vrai qu'il y a de grandes incertitudes, il y a beaucoup de questions en la matière. Et j'invite les membres de notre public à envoyer leurs questions dans la section de questions-réponses de l'application. Mais nous avons déjà quelques questions préparées pour pouvoir démarrer notre débat. Inès, pour commencer, une question d'ordre général pour vous. Les progrès réalisés pour le moment vers un niveau d'émissions net zéro laissent beaucoup à désirer. Donc, jusqu'à quel point peut-on véritablement envisager une technologie comme la modification du rayonnement solaire? Eh bien, il me semble d'envisager et d'étudier quels peuvent être les risques et les conséquences de la modification du rayonnement solaire ou de ce type de technologie de géo-ingénierie. Actuellement, ce que nous savons, c'est que les effets se feront sentir d'une façon inégale en fonction des endroits, d'où le besoin de plus d'études de recherche. Et au moins, euh, il faut impliquer les pays aussi en développement dans ce type de conversation et de débat. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'études suffisantes sur les effets que cette technologie pourrait avoir dans les pays en développement. Surtout, on manque d'études faites par des chercheurs de ces pays. Donc, il faut véritablement les impliquer les chercheurs des pays en développement dans ces délibérations, dans ces discussions, pour pouvoir appliquer et investir les ressources d'une façon plus transparente et pour générer plus de confiance. Donc, espérons que nous n'aurons pas appliqué la modification du rayonnement solaire et qu'il soit suffisant de déployer les efforts de réduction des émissions pour atténuer les effets des gaz à effet de serre. Espérons que nous allons remplir les accords de Paris. Cependant, comme nous l'avons dit auparavant, nous sommes actuellement dans une trajectoire, nous ne sommes pas dans cette trajectoire pour accomplir ces objectifs et nous sommes plutôt en voie vers un réchauffement à au moins 2 degrés. Donc nous devons continuer à étudier ces questions pour décider en dernier recours s'il y a la possibilité réelle d'appliquer la modification du rayonnement solaire pour réduire le réchauffement ou le dépassement auquel malheureusement on peut s'attendre dans les décennies à venir. Merci Inès. J'ai maintenant une question pour Lia qui nous a expliqué très clairement quels sont les ODD qui pourraient se voir affectés par le déploiement de la modification du rayonnement solaire. Donc, Lia, à votre avis, euh, les ODD sont-ils un indicateur adéquat pour mesurer l'efficacité ou les échecs de la modification du rayonnement solaire? Oui, il me semble que c'est un bon indicateur pour mesurer les effets négatifs ou positifs de la modification du rayonnement solaire. Il y a également l'agenda 2063 que nous avons en Afrique, par exemple l'objectif d'éradiquer la faim ou de réduire la pauvreté. Donc il y a une série d'objectifs et nous savons par exemple que la modification des modèles de précipitation vont affecter des pays davantage que d'autres dans la production
les aliments et les objectifs seront affectés d'une façon différente en fonction de l'endroit où nous allons être. Et également, il y a l'ODD sur l'eau et le changement climatique a une influence sur les ressources hydriques et sur l'eau. Et c'est une chose que si on peut mesurer ceci, eh bien, ça nous sert pour savoir et connaître quels sont les effets que peuvent avoir ces mesures sur l'eau. Et le DD le plus touché, c'est celui de l'action climatique. Et au vu des indicateurs qui sont liés à l'action climatique, on pourra voir si l'on peut atteindre nos objectifs tels qu'ils ont été fixés dans l'accord de Paris. Et ce qui est le point positif de cet accord de Paris, c'est que non seulement il inclut des mesures pour faire face au climat, aux questions climatiques, qui qui sont axés sur les gaz à effet de serre, mais il intègre également le concept de durabilité et des questions comme la production, les résidus. Donc l'accord de Paris est plus complet et plus exhaustif, plus holistique. La modification du rayonnement solaire, si elle est appliquée, devrait se faire d'une façon à ne pas écarter tous ces autres éléments de durabilité, d'environnement et des questions qui sont liées avec la paix. Et ça vaut pour tous les ODD. Et je crois que la présentation de Prakash l'a vu. On a parlé des possibles conflits et de guerres qui pourraient surgir. Et ce sont des indicateurs qui, là aussi, peuvent nous servir pour voir si ce type de mesure fonctionne ou pas. Donc, il me semble que les ODD sont un bon point de départ pour savoir si on avance et quels sont les résultats de cette technologie, sans oublier, bien entendu, l'agenda africain 2063. Merci beaucoup. Merci, Léa. Nous avons une question de Klaus pour aborder la question de l'aléa moral. Ne serait-il pas bien d'établir comme condition préalable d'atteindre un niveau d'émission net zéro avant d'envisager l'application de cette technologie? Qui souhaite répondre à cette question? Je peux y répondre. Il est vrai qu'il y a eu des délibérations sur cette question, sur ce sujet. Et fixer des conditions préalables, une obligation d'atteindre un certain niveau de réduction des émissions, donc fait l'objet d'un débat. Mais il y a un groupe de pays, d'ailleurs, un petit groupe, qui est intéressé pour examiner, pour explorer. C'est une série d'options. Par exemple, le Forum pour l'évaluation de l'ingénierie climatique. Euh, dans le cadre de ce forum, il s'est dit que le travail donc, de ce petit groupe devrait d'abord se soumettre à ce que soit atteint une certaine euh, objectif de réduction et d'atténuation des émissions, mais c'est un débat théorique en réalité, car on peut créer des accords, on peut oui, nouer des accords et attendre qu'ils aient des conséquences, mais il n'y a pas de mécanisme pour obliger les pays à remplir certains principes. Merci. Nous avons une question anonyme. Jusqu'à présent, il y a à peine un système de gouvernance qui contrôle les effets dans l'atmosphère, par exemple, de la pollution. La modification du rayonnement solaire est une mesure de grande ampleur qui peut même être mise en route par des agents non étatiques. Donc, de quelle gouvernance avons-nous besoin pour ceci? Qui souhaite répondre? Ambush? Eh bien, je vais répondre à cette question et je vais apporter jusqu'à un certain point la précédente. Je crois que nous sommes tous conscients du fait qu'il s'agit d'une question
complexe, surtout pour ce qui est de l'application de la modification du rayonnement solaire. Et il y a une série de questions que moi, en tant qu'universitaire, je perçois, je conçois comme des questions de recherche. Dans quelles conditions peut-on appliquer la modification du rayonnement solaire? Quelles sont les conditions nécessaires pour que ce soit appliqué d'une façon juste et équitable? Nous n'avons pas de réponse, mais c'est justement pour ceci qu'il faut réfléchir sur ces questions pour pouvoir élucider et trouver, voir s'il y a des façons d'appliquer cette modification du rayonnement solaire et, et que cela produise un résultat juste et équitable pour tous, pour différents pays, pour des personnes qui viennent pour des communautés différentes, et que toutes aient quelque chose, toutes ces personnes aient quelque chose à dire à l'heure de décider si on va appliquer ou non ces ou ces technologies. Donc ce sont des questions sur lesquelles il faut que nous nous penchions. Si finalement nous sommes dans une situation regrettable où nous devons appliquer la modification du rayonnement solaire, il faut être préparé pour répondre justement à ce type de questions, comme celles que nous posent les clients et qui montrent clairement qu'il n'y a pas de réponse simple. Et ça, nous le savons, nous en sommes tous conscients. Mais ce sont des questions fondamentales et d'où l'importance de réfléchir minutieusement et avec différents pays, car chacun va avoir un point de vue différent. Ce qui, pour certains, peut être une façon juste et équitable, ne va peut-être pas l'être pour d'autres. C'est-à-dire que ce concept de justice et d'équité ne va pas être égal pour tous. D'où la nécessité impérieuse de disposer de personnes qui viennent d'horizons différents, de pays différents, qui ont eu des expériences différentes, et d'avoir donc cette communauté plus grande et plus diverse des personnes pour pouvoir aborder de façon adéquate ces questions si importantes. Merci, Ambush. Lia, vouliez-vous dire quelque chose? Oui, j'aimerais rebondir sur quelque chose que vient de dire Ambush. Pour prendre les décisions éclairées dont nous avons besoin, il faut que nous disposions de plus d'informations et de plus de capacités. Imaginez par exemple une réunion au niveau international dans laquelle on va parler de ces questions et savoir si ça doit être adopté ou pas. Certains pays certainement vont ne pas savoir de quoi on parle. Donc ce type de réunion dans lesquelles on fait connaître ces questions, non simplement à la population, mais également aux dirigeants, elles sont importantes parce qu'il ne peut pas y avoir de gouvernement si simplement il y a que quelques personnes triées sur le volet qui disposent de l'information et de la science nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Et tant que la moitié des assistants ou les trois quarts des participants à cette décision ne sauront pas en quoi consiste ce qu'ils ont entre les mains, eh bien, il ne pourra pas y avoir de bonne gouvernance et finalement, la décision sera prise par le groupe de privilégiés qui dispose des scientifiques qui étayent leurs décisions. Donc, il faut de la recherche, des ressources, des études au niveau national et tous ceux qui n'ont pas cette capacité, ni les chercheurs pour faire ce genre de recherche, vont dépendre de ce que font les autres. Donc, il faut commencer pour être sur un pied d'égalité pour pouvoir prendre des décisions pertinentes. Merci. Merci beaucoup, Lia. Oui, bien entendu, c'est très important ce que vous venez de dire. Sylvia Ribeiro a une question. Nous avons malheureusement très peu de temps, donc il nous reste peu de temps, donc nous n'allons malheureusement pas avoir le temps de répondre à toutes les questions. Mais donc voici cette question pour embauche. La géo-ingénierie solaire ne va pas réduire les émissions de carbone et ne sommes-nous pas face au risque de créer un marché captif entre les mains de ceux qui contrôlent la technologie et qui finissent entre les mains d'agents de pouvoir comme les États-Unis qui envisagent déjà d'investir plus dans cette technologie. Pourquoi ne pas donner la priorité au lieu de cette technologie coûteuse, d'autres mesures comme les petits propriétaires agricoles, les systèmes alimentaires durables, d'autres formes de transport? Pourquoi, lorsque l'on parle de ceci, on ne parle pas aussi de la prévision? Je crois qu'à ce stade, nous sommes tous d'accord sur le fait que les stratégies d'atténuation
qui sont destinés à atteindre les objectifs de développement durable, comme par exemple de miser pour l'architecture durable, sont la priorité. C'est la priorité des stratégies. Mais ce que j'envisage, et d'autres personnes aussi, c'est d'accord, ça c'est ce qui est souhaitable, c'est la priorité. Mais qu'en est-il si nous sommes dans une situation comme la situation actuelle, dans laquelle on n'en fait pas assez pour atténuer? Et pouvons-nous investir dans ce type de recherche et dans ce type de recherche, mais qu'en est-il si c'est pas suffisant? Et cette question, que se passe-t-il si, est justement ce qui m'incite à avoir ce type de conversation et débat, mais pas pour décider si on doit appliquer la modification du rayonnement solaire ou pas, mais pour réfléchir et délibérer là-dessus, car il est possible que finalement cette technologie peut-être que la science va découvrir que cette technologie ne fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on l'explore, il faut qu'on l'examine. Et il faut pour ceci des recherches. Et je ne pense pas qu'il y ait une dichotomie, c'est-à-dire qu'il faut faire les deux choses en même temps. Euh, il faut miser sur la réduction des émissions et l'atténuation, mais également essayer de mieux comprendre comment fonctionnerait la modification du rayonnement solaire et essayer de répondre à tous les points d'interrogation qui entourent cette technologie. Si vous me permettez, j'aimerais faire un commentaire. On a beaucoup insisté sur le besoin de la recherche, mais par le passé, nous savons qu'il y a eu des études de recherche avec des conclusions très utiles, mais le fait que cette information utile soit utilisée adéquate par les politiques est une autre histoire et on ne peut pas partir de ce principe-là. Donc, il faut être prudent lorsque portons tous nos espoirs sur les délibérations et sur la science, euh, au- parce que ça peut peut-être détourner l'attention d'autres sujets. Je vais vous donner un exemple. En 2001, David Key a publié un article sur les puits et l'utilisation de l'éther et il recommandait d'une façon catégorique de ne pas miser sur la bioénergie ni pour le captage et le stockage du carbone. Eh bien, en 2008, dans le monde avait misé sur le contraire, c'est-à-dire qu'en 2008, le monde avait misé sur la BEX. Il y avait différentes initiatives en la matière et c'était en partie responsable de la crise alimentaire et du pic de famine qui a été vécu en 2008. Donc, nous savons qu'il y a des conditions ou des facteurs économiques et des facteurs de pouvoir qui conduisent à adopter une série de solutions sans tenir compte des effets que ceci peut avoir à l'échelle locale. Donc, je pense que nous avons assez d'informations pour pouvoir appliquer le principe de précaution et dans tout type d'études de recherche qui sont liées à la géo-ingénierie solaire. Merci Prakash. Il y a beaucoup de questions intéressantes dans la session de questions-réponses, mais malheureusement, nous arrivons à la fin et je ne voudrais pas enlever des minutes à Stéphanos Fotiou de la CESAP qui va conclure notre webinaire. Donc, nous allons garder ces questions et nous espérons pouvoir y répondre dans un prochain webinaire. Merci beaucoup Alia et Janouche de m'avoir invité et d'avoir organisé cet événement. Il est difficile de conclure après tous ces messages intéressants qui ont été formulés, mais je vais surtout m'axer sur ce qui me semble fondamental. Et le mot essentiel pour moi, c'est l'incertitude, les incertitudes scientifiques, politiques. Et ces incertitudes, ce qu'elles font, c'est qu'elles provoquent le fait que la prise de décision dans les forums des Nations Unies soit plus difficile, car les personnes qui participent à cette prise de décision se sentent mal à l'aise. Donc, il faut que nous entamions un dialogue plus proactif dans les Nations Unies et nous avons besoin pour ceci de certitude. Deuxièmement, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Prakash, à savoir qu'il faut appliquer le principe de précaution et non seulement le principe de précaution, mais tous les principes de Rio qui est à mon sens le meilleur document qui a été produit sur l'environnement que l'on n'a jamais rédigé. Et tous ces principes doivent être appliqués. Troisièmement,
me semble, et c'est une chose, heu, dont je parle souvent avec, j'ai souvent parlé avec, Janouch, c'est qu'il faut se demander si le GIEC ou l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement sont les forums adéquats pour aborder ce type, de questions. Nous devons être ambitieux à l'heure de faire ces d'envisager ces délibérations. Il y a même un accord en sommeil, pour ainsi dire, de 1977-78, l'accord sur la modification de l'environnement, qui a à peine été utilisé au cours des 20 dernières années. Je crois que la dernière fois, ça a été en 2002, aux alentours de 2002. Donc, nous devons entamer des délibérations dans des forums officiels ou dans le sein des Nations unies, par exemple, les forums de haut niveau. Nous, au sein du CESAP, on a entamé ce type de débat sur le développement durable. Nous devons le faire au niveau le plus élevé. Et enfin, j'aimerais insister sur le fait qu'il faut parler le même langage que les négociateurs et utiliser et parler comme ils parlent, lorsque on explique la modification du rayonnement solaire ou lorsque l'on explique toute chose qui est liée à ces nouvelles technologies. Et à cette fin, il faut être honnête, il faut être franc et leur dire, eh bien, ce sont les opportunités que nous avons, ce sont les risques principaux. Ça, c'est ce qu'on ne connaît pas, voilà les incertitudes. Et nous voulons entamer un dialogue avec vous, non pas pour décider si on applique ou pas cette technologie ou jusqu'à quel point on l'applique, mais pour voir si c'est quelque chose qui peut être sur la table dans le paquet de mesures d'action climatique. Et bien sûr, il faut dire clairement que ce type de délibérations ne peuvent pas servir d'excuse pour diminuer, de réduire notre ambition d'atténuation et de réduction et des émissions afin d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Merci beaucoup, Janous et Alia. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été un débat fascinant et c'est dommage que nous n'ayons pas plus de temps. Nous devons penser à organiser une deuxième session, une séquelle, car ça a été très intéressant. Merci à tous nos intervenants qui nous ont consacré du temps et ont partagé leurs connaissances. Merci à notre public qui nous ont vus le matin, l'après-midi ou la soirée en fonction de l'endroit où ils sont. Nous espérons vous revoir bientôt dans d'autres événements. Vous pouvez trouver toute l'information nécessaire sur notre page web. Vous avez de nombreux documents dans différentes langues. Non, n'hésitez pas à y jeter un œil. À la prochaine et merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.